Bien, bonjour. Voilà, donc je vais faire un partage d'écran à un moment pour présenter 4 travaux artistiques. Je voulais parler effectivement d'une situation tout à fait étonnante qui était arrivée au tournant des années 90, liée au fait que les systèmes de production artistique dans le marché de l'art et dans le système de l'art ont complètement été modifiés. C'est-à-dire que on est passé progressivement d'un modèle des années antérieures à 60, qui était un modèle dans lequel l'artiste fabriquait des œuvres relativement à bas coût en peinture, en sculpture dans son atelier, pour des galeries ou des commanditaires, puis progressivement il produisait plus grand selon que sa réputation lui permettait de se payer de la fonte de bronze ou des choses comme ça, mais c'était toujours en vue que l'œuvre rejoigne une collection et donc que l'œuvre rejoigne une collection et donc représente une acquisition matérielle valorisable. Voilà. Ce statut a complètement changé dans les années 90. Ça avait déjà été amorcé depuis les années 60, mais on est arrivé à une généralisation d'un nouveau principe dans les années 90, qui était un principe où pour pouvoir produire son œuvre, l'artiste finalement allait développer des projets dans des cadres portés par des institutions, par des lieux publics, des budgets événementiels générés par des ministères, des politiques territoriales, des ONG, des systèmes de résidence, toutes sortes de systèmes de production qui, on pourrait dire un peu, Michaud à une époque, Yves Michaud avait dit, ils ont transformé les artistes en prestataires de services. On peut aller jusqu'à cette vision assez critique, dans la mesure où effectivement, on est passé d'un seul coup à 90% des œuvres réalisées qui n'étaient pas commercialisées, ce qui posait un vrai problème sur le statut de la valeur de cette œuvre. Et puis, par ailleurs, c'était d'autant plus fort que les centres d'art, les musées, etc., ne voulaient pas avoir l'air de détourner de l'argent public vers un prestataire privé qui serait l'artiste, en l'occurrence. Et donc, il était toujours possible de se payer des assistants, des fabricants, des matériaux transformés, des boîtes de production pour produire l'œuvre à la place de l'artiste, mais l'artiste n'était pas payé pour produire son œuvre lui-même. Donc, toutes les parties qui étaient manufacturées, transformées par l'artiste devenaient finalement gratuites. Alors, progressivement, il y a eu beaucoup de tractations syndicales à la suite de cette situation qui ont conduit l'Europe et le monde occidental à faire une place à ce qu'on a appelé le FI, qui était, on va dire, un forfait pour prestations artistiques. Mais ce forfait pour prestations artistiques, il reste toujours extrêmement faible, c'est-à-dire qu'il représente rarement plus que 10-20% de la somme qui est allouée à la production de l'œuvre dans le cadre événementiel. Donc, ça a complètement changé, effectivement, le statut de la production artistique et donc sa nature. Et c'est là-dessus que je voulais effectivement vous parler d'exemples très typiques d'œuvres conceptuelles qui ont fait la gloire médiatique des artistes qui ont interrogé directement ces problématiques des moyens de production et nécessairement des moyens de survie des artistes au tournant des années 90 à 2000. Alors, c'est des exemples qui sont à la fois très connus, mais aussi très intéressants parce que je pense qu'ils sont aussi questionnants par rapport à la valeur du détournement et aussi à la question de la valorisation de l'œuvre autrement que par l'acquisition ou à la transformation de qui est l'acquéreur. Enfin, vous allez voir, c'est des cas très particuliers. Je vais commencer avec le cas, alors attendez, là pour le coup, je vais demander le partage d'écran parce que je pense que ça s'impose. C'est bon, tu l'as. C'est bon, je l'ai, donc je peux me mettre direct. Attends, toc. Vous avez mon écran? Ah, je n'ai plus de… Pas encore. Pas encore? Ah bon, alors là, il y a un problème. Pourquoi? Appuie sur la flèche verte. J'appuie sur la… Oui, mais alors je suis pas au même moment, au même endroit. Attends, il faut que je suis obligée de minimiser ça. Zut, j'arrive plus à m'échapper du truc. Là, j'ai un petit problème. Voilà, alors je vais m'échapper de ça. Je dois retourner dans Zoom si j'y arrive. Si on peut t'aider à t'échapper, il n'y a aucun problème.
Attends, je vais y arriver. Je suis dans le partage d'écran, mais je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Tu vois la flèche? Je n'ai plus accès à la… Ah, alors attends, Ça y est, c'est bon. c'est bon? D'accord, voilà. On y arrive. Excusez-moi pour ce C'est petit bon. problème. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord de Svetlana Egger et Plamen Dejanov. Alors, ça, c'est un travail. Svetlana Egger et Plamen Dejanov sont des artistes qui se sont connus en Autriche pendant qu'ils faisaient leurs études dans les années 90 et qui ont travaillé ensuite à Berlin. Ils ne sont plus un groupe, mais c'est une époque où ils constituaient un duo efficace. Dès 97, pardon, ils ont décidé de déplacer le système économique de production mis en place par les musées pour développer un projet personnel autour de leur questionnement politique. Alors, ils ont débuté ce projet à la Kunstverein de Ludwigsburg et ils vont le poursuivre dans toute l'Europe pendant plusieurs années. Au tout début, le projet est de constituer une collection d'objets qu'ils ont appelés Plenty Objects of Desire, donc des objets de désir dont on peut voir sur ceux qui sont présentés ici au consortium de Dijon que ce sont des objets convoités par un marché qui n'est pas un marché de l'art, mais un marché du design, qui est très stable puisqu'il a des valeurs liées aux tendances de la mode et qui sont des valeurs qui ont un prix vendus en boutique, donc qui sont très faciles à valoriser d'une manière claire, quantitativement, contrairement à des œuvres d'art. Ils vont donc décider d'utiliser dans un premier temps l'argent qui est donné pour la production par les centres d'art pour produire cette collection qui serait à leur usage propre. Alors très vite, ça rencontre des problèmes au niveau des institutions qui disent qu'on est en train de détourner la valeur pour créer des collections privées. Donc, ils vont dans un deuxième temps décider de modifier légèrement le propos en disant que cette collection va être portée aux acquisitions du musée de la Kunstverein de Berlin, ça va permettre d'en faire une salle qui sera une salle de discussion où ils pourront venir faire des séminaires réguliers. Alors, dans ce premier temps, ça fonctionne. Et puis, très vite, à nouveau, il y a l'idée que la Kunstverein n'a pas vocation à collectionner cette œuvre et que donc, inévitablement, elle retournera chez eux et donc que nous aurons à nouveau un problème par rapport au détournement de l'argent public. Donc, ils vont devoir complexifier leurs propos et pour pouvoir constituer cette collection qui finalement ira chez eux effectivement et servira régulièrement de système de scénographie pour maintenir un discours sur la façon dont l'œuvre témoigne de la difficulté qu'on a aujourd'hui à produire de la valeur propre par l'action artistique. Donc, ils vont proposer, pour ne plus faire de détournement d'argent public, de mettre en place des systèmes parallèles, plus ou moins légaux, dans le cadre du musée et qui vont effectivement interroger réellement les rouages de l'économie publique de l'art, puisqu'ils vont proposer dans un premier temps de travailler comme guide dans le musée, puis d'ouvrir une buvette dans le musée pour pouvoir avoir l'argent qui leur permette d'acquérir leur œuvre, enfin leur collection. Et puis, ils vont jusqu'à même louer les salles qui ne sont pas occupées en même temps qu'eux dans les expositions monographiques. Alors, par exemple, ici, au consortium de Dijon, ils n'ont occupé que 2 salles. Il y avait 2 salles vides. Et du fait de ces 2 salles vides, eh bien, ils ont pu les louer pour des événementiels extérieurs et récupérer l'argent à l'acquisition de cette collection privée. Donc là, on est face à un véritable travail de détournement, enfin, qui se veut une création artistique, conceptuelle, autour du détournement de l'argent public, qui pose évidemment toutes ces questions qui sont liées aujourd'hui à la multiplicité des commanditaires et à cette transformation progressive de l'artiste en ce qu'on pourrait effectivement, si on était aussi méchant qu'Yves Michaud, appeler un prestataire de service. Alors, cette hypothèse de la redistribution de l'argent public est très connue aussi chez l'œuvre de Superflex qui s'appelle Free Shop. Superflex, c'est un groupe d'artistes danois qui ont aussi travaillé depuis le début des années 90
et qui ont mené une expérience assez utopique et amusante de 2003 à 2008, grâce à des invitations à participer à des événements artistiques à nouveau institutionnels, puisqu'il s'agissait de lieux à Brême, Tokyo, Chiesnis en Pologne, Copenhague ou Haugesund en Norvège, qui étaient soit des biennales, soit des musées, soit des expositions temporaires en centre d'art. Et ils vont demander par l'entreprise de ces institutions culturelles qui ne vont pas, à l'époque, encore payer de fee, de forfait de prestations de forfait de prestations artistiques, donc qui n'ont à nouveau que la proposition d'un argent pour une production. Ils vont demander par l'entreprise de ces institutions culturelles la participation de simples commerces d'alimentation afin d'opérer une redistribution aléatoire des moyens de production mis à leur disposition par les comités d'organisation événementielle. C'est-à-dire que ces boutiques partenaires vont se voir allouer une somme moyenne de 10 000 euros, aujourd'hui en équivalent, qui est selon la durée de la performance et de l'exposition générale, le free shop, qui devra afficher free shop sur sa vitrine, sera susceptible de dépenser ces 10 000 euros en les redistribuant à des clients XY. Alors, dans les faits, si on veut être à peu près clair, de manière aléatoire, 1 à 2 fois, 3 fois par jour selon la durée de l'événement, un client sera prévenu au moment de son passage en caisse qu'il n'aura pas à régler la somme due, ses achats lui sont offerts. Alors, ce dernier n'aura pas été prévenu à l'avance, ce qui fait qu'il n'aura pas pu consommer davantage en prévision du cadeau qui lui est fait. Il ne pourra donc que s'étonner de ce don, on peut dire, qui est censé produire sur lui l'effet d'un réenchantement inespéré de son quotidien. On pourrait bien sûr arguer que l'argent qui est utilisé ici, c'est peut-être désolant. Finalement, voilà, c'est désolant de voir systématiquement cette espèce de réenchantement passer par le don de matériel pour être envisagé dans notre société capitaliste, ce qui est effectivement un peu dommage par rapport à l'utopie que véhicule cette œuvre. Il n'en demeure pas moins que cette expérience est assez généreuse et utopique, en ce sens qu'elle travaille à la reconstruction, on va dire, cohérente d'une écologie mentale. Pour reprendre la logique des 3 écologies de Guattari, par exemple, quand les écologies environnementales et sociales participent aujourd'hui à une démoralisation généralisée. Voilà, donc l'idée, c'est puisque nous n'avons pas d'espoir environnemental et social, au moins donnons un espoir moral à ces pauvres spectateurs. Alors, on voit que au Japon, où il n'y a jamais de queue dans les magasins, parce que ce serait impoli de faire attendre les gens. Donc, vous avez beaucoup de caissières, ce qui fait que ça va être plus subtil. En revanche, si vous arrivez dans des épiceries en Norvège, en plus dans une ville comme Haugesund, qui n'est pas très grande, et que les gens se voient offrir les choses à la caisse, là, on peut beaucoup plus manifestement photographier leur joie. Et c'est effectivement les restes de cette expérience performative sous forme de photos de gens joyeux qui continuent de circuler beaucoup. Alors, c'est encore une fois une œuvre, alors pour le coup, totalement assumée de prestations, puisqu'il n'y a rien qui va en être commercialisé ni rester autrement que cette économie de l'événement instantané, dans lequel finalement l'argent aura été dépensé dans son intégralité pour n'avoir aucune valorisation matérielle. Et là, on est peut-être au maximum de la critique qui est proposée par un artiste vis-à-vis de cette situation où il n'a plus le droit de s'approprier cet argent, ou en tout cas, on essaye d'éviter qu'il s'approprie cet argent pour produire une œuvre qui sera vendable. Alors, cette expérience précédente du free shop, qui a été largement diffusée en Europe, a conduit Gianni Motti, qui a travaillé là-dessus ensuite,
qui est un artiste italien travaillant en Suisse, à une radicalisation du concept proposé pour le Festival des Urbaines à Lausanne en 2004. Alors, c'est pas cette image-là, donc je vous la mettrai plus tard. Pourquoi? Parce que Gianni Motti, donc très intéressé par le travail de Superflex, tous ces artistes se connaissent, hein, c'était la même génération, a voulu demander l'ensemble de l'argent qui lui avait été donné pour la production de son œuvre dans le festival, pour le faire échanger en pièces de monnaie d'un franc suisse, soit 10 000 pièces, qu'il va faire enterrer comme un trésor dans le lieu qui lui a été octroyé avec un sol en terre battue. Il va ensuite installer une affichette et des pelles indiquant au public que ce dernier peut récupérer la somme allouée pour son œuvre à condition qu'il retourne le sol de la galerie et qu'il tombe dessus. Donc là, encore une fois, on a le réenchantement de la chasse au trésor, avec pour le coup de l'argent sonnant et trébuchant qui tombe dans la poche du plus chanceux. Cette œuvre avait un caractère au tout début marxiste, très marqué et très revendiqué par l'artiste dans son désir de redistribution affichée, et aussi anarchiste dans sa critique corrosive de l'usage des moyens de production publics, bien sûr, qui va évidemment, alors l'ensemble de cette performance va produire cependant l'effet attendu, transformer une situation économique et sociale en buzz médiatique, qui lui sera forcément commercialisable à sa façon. Vous allez voir comment ensuite. Bon, mais cette première version était une intervention devenue aujourd'hui très célèbre sous le titre de Funds Show, donc exposition de fonds, qui n'a pas perduré car elle posait trop de problèmes juridiques sur l'usage de l'argent public. C'est-à-dire que, évidemment, notamment, on ne pouvait pas garantir qu'il n'y ait aucun détournement d'argent par l'artiste lui-même, puisque c'était lui ou les assistants qui enterraient les sous. Et puis, évidemment, il y avait un dévoiement du but de la dépense publique dans cette proposition. Donc, c'était assez compliqué, ce qui fait que les formes contemporaines qu'on connaît le plus de cette performance, ah non, alors là, il y a une erreur dans le… dans le… Comment dire? C'est pas à orienter objet, il y a une erreur de diapositive. Donc, les formes qu'on connaît le plus ne tenaient pas compte de ce qui est écrit à gauche, c'est bien Gianni Motti, ou alors… Ouais, c'est ça, il y a un problème dans le diaporama. C'est Money Box à la ferme du Buisson. Alors, pourquoi est-ce intéressant? C'est parce que là, le centre d'art dit « Nous ne pouvons pas donner de l'argent au public directement, c'est dans nos statuts, donc tu ne peux pas réitérer ce que tu as fait au Festival de Lausanne. » Et donc, dans son intervention de 2004, non, c'est beaucoup plus tard, hein, l'intervention, c'est 2007, pardon. Dans son intervention de 2007 à la ferme du Buisson et dans différents centres d'art, il va donc demander des réductions allouées à ces expositions, toujours plus ou moins 10 000 $, en petites coupures de 1 dollar, par le biais d'une banque. Il les accroche, comme vous pouvez le voir, au plafond pour ne plus être attrapable par les visiteurs, sur des genres de cordes à linge à proximité du plafond. L'argent devient donc l'objet même d'une exposition littérale et possiblement obscène des frais de production, puisque à cette époque, je peux en témoigner pour avoir fait une exposition dans le même lieu, nous n'avions toujours pas de filles et d'émoluments pour la production de nos œuvres. Donc, au terme de l'exposition, il va être obligé, cet objet argent va être recrédité par la banque sur les finances du centre d'art, affichant par là même la gratuité et la vacuité de la production artistique de Gianni Motti. C'est vraiment, voilà, emprunt d'argent, vous me donnez ça pour faire quelque chose, je vous fais cette intervention, pour récupérer l'argent, vous n'avez rien perdu. Alors, ça va avoir un caractère dénonciateur très intéressant parce que ça va non seulement rester dérangeant puisqu'on interroge le rôle purement conceptuel de la place laissée à l'artiste en tant que producteur dans le centre d'art, donc c'est une analyse critique qui est assez violente et qui à nouveau met le doigt sur le fait que l'artiste n'est plus considérable comme une cheville ouvrière d'un marché économique. Mais c'est aussi intéressant parce que le centre d'art n'a pas le droit de ne pas avoir dépensé
l'argent de production qui est recrédité sur son site. Il est donc obligé d'inventer un système pour détourner l'argent et naturellement, en général, ça va créer une publication. Donc, on va avoir une modification des lignes du fait de Gianni qui va évidemment interroger les responsables territoriaux de la culture et autres qui se demandent pourquoi on n'a plus de système de production. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour supprimer définitivement cette ligne et ainsi de suite, qui va aussi avoir des conséquences politiques très intéressantes. Bon, ce faisant, voilà, il se transforme lui-même à nouveau en prestataire de services et le Centre d'art est présenté comme une entreprise désireuse de profiter des artistes pour accroître une aura médiatique plutôt que de participer activement à une production matérielle susceptible d'être valorisée financièrement, ce qui évidemment est très agressif. Toutefois, la version qu'il a imaginée donc à partir de 2007 et qu'il avait présentée en 2013, en 2007, 8, 9 dans ses centres d'art, va être, on va dire, un peu mise à mal par la nécessité de survie de l'artiste. Il va, là, ce que vous voyez, c'est celle qu'il a faite pour la galerie Perrotin qui a été présentée en 2013 à Paris et en 2015 à New York, qui est la réitération de la performance, qui est tellement connue dans les centres d'art qu'une galerie va se permettre de la présenter parce que comme ça, tout le monde la voit aux États-Unis où elle n'a pas été présentée notamment. Toutefois, on est là face à une interdiction puisqu'on n'a pas le droit. Déjà, la galerie, elle a besoin de financer quelque chose, donc de vendre, et elle n'a pas le droit de revendre des billets qui sont la propriété de l'État américain. Donc, on se trouve devant une nouvelle transformation de l'œuvre dans laquelle les billets ont été sérigraphiés sur coton et donc commercialisables sans contrevenir à la loi, ce qui atténue sérieusement la lecture initiale, évidemment, et qui témoigne de la capacité très actuelle de revaloriser financièrement et un buzz médiatique obtenu par une action agitatrice dans le cadre du marché de l'art. Probablement cette dimension qui peut paraître assez déceptive, puisque finalement, on est très loin de l'idée d'origine, est aussi une composante, je pense, assumée de l'œuvre qui aura transmis toutes les strates du dévoiement de la valeur dans le monde contemporain, puisqu'on part des utopies de redistribution à l'exposition obscène de la valeur inaccessible, à la valorisation d'un intangible qui assumerait une espèce de partie anarcho-libéraliste de l'artiste dans cette situation. Alors, tout ça pour vous dire aussi, je vais finir rapidement sur un exemple que je donne par rapport à mon travail, qui est que la réflexion à laquelle ça nous conduit, cette idée, c'est qu'effectivement, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec des billets et les billets eux-mêmes apparaissent donc très peu dans les œuvres. Alors, ça dépend des pays. Par exemple, en Allemagne, on a le droit, tant que le billet est sien, de le brûler, de le détruire ou quoi, mais pas de le revendre. Donc, il y a très peu d'œuvres qui vont présenter des billets transformés à la vente parce qu'elles sont toutes susceptibles de vous exposer à des poursuites judiciaires. Alors, je vous présente, voilà, là on voit bien de près que ce sont des cotons soigneusement découpés. Je crois que dans les galeries, ils vendaient à l'unité ou à la ligne. Alors ça, c'est une œuvre que j'ai commencée en 97 avec mon partenaire Benoît Mangin, qu'on a appelé Les tambours apotropaiques ou machines à retarder la fin du monde, qui est une œuvre qui part dans une direction très différente puisque on va dire qu'elle est focaldienne en ce sens qu'elle se réattribue l'hypothèse des savoirs assujettis, c'est-à-dire de tous ces savoirs qui ont été oubliés dans le temps par une culture dominante, qu'elle soit politique, religieuse, scientifique. Donc, il s'agit bien entendu des savoirs féminins, des savoirs paysans, des savoirs ethnographiques, voire des savoirs ésotériques. Bon. C'est donc une œuvre qui s'inspire d'une tradition corse dont je suis issue, qui est une œuvre qui est une tradition chamanique apotropaique, donc qui vise à produire des objets
qui résolvent les problèmes des gens selon ces traditions chamaniques mazéristes corses. Je les ai évidemment transformées en objets d'art contemporain, mais je la présente surtout parce qu'elle est faite dans la tradition, dans les traditions chamaniques ou sorcières. Je suis un peu anthropologue par ailleurs, spécialisée de ces questions-là. On est tout le temps en train, quand on fait un rituel, on doit brûler de l'argent ou brûler des victuailles, on doit offrir aux esprits. Brûler est le choix le plus fréquent dans les pratiques de rituels d'objets qu'on porte sur soi ou qu'on rend aux patients pour qu'ils les embarquent avec lui. Donc, quand j'ai fait ces tambours, j'en ai fait jusqu'à présent plus de 200. Hein. Ce sont des tambours brodés avec des traditions assez classiques de broderie corse, mais naturellement, il y avait des objets dessus qui étaient des objets visant à avoir des portées sorcières apotropaïques, mais aussi et qui visaient effectivement à retarder la fin d'un monde, mais aussi donc des billets brûlés. Et il faut savoir que je n'ai pas pu faire voyager ces objets n'importe comment. Donc, en général, quand on me demande d'en exposer, je dois en réaliser dans les pays où ils sont exposés. Sinon, ils sont arrêtés à la douane. Et j'ai déjà eu un certain nombre de poursuites pour altération de monnaie. Alors, notamment, vous pouvez voir sur le deuxième billet, deuxième de la gauche, qu'il y a un billet brûlé américain, ce qu'on n'a pas le droit de faire, à côté d'un billet arabe, ce qu'on n'a pas le droit de faire non plus. Les deux, alors ce tambour-là qui était fait pour comment dire, un événement autour d'un anniversaire de la mort d'Abi Warburg, m'a causé de grosses difficultés avec la police américaine, ce qui est assez amusant. Là, on peut voir effectivement un autre tambour qui m'a causé des difficultés avec la police canadienne parce qu'il y avait dessus, encore une fois, un billet brûlé et que j'essayais de ramener l'œuvre en France après qu'elle ait été montrée au Canada. Quant à celle-ci, c'est une œuvre qui a été faite au Musée des Forces armées de Luanda en 2004, alors que c'était encore la période de guerre. Et donc, à cause de ces tambours qui avaient des billets angolais brûlés, j'ai fait un mois de prison tranquillement après qu'il m'ait été arrêté à la douane de l'aéroport. Donc, pour vous dire, effectivement, on n'a pas non plus la liberté complète de faire ce qu'on souhaite avec des billets dans le cadre de la création artistique, ce qui fait que ça donne un intérêt particulier à toutes les œuvres qui se posent la question de leur utilisation. Dans les cadres évidemment chamaniques, et quand on reprend ce type de tradition, c'est avec une pensée anarchiste forte, puisqu'évidemment, on est même dans l'hypothèse, comme je le disais, qui était très soutenue par Foucault, qu'un certain nombre de pensées ont été mises de côté parce que justement considérées comme minoritaires et qu'elles seraient peut-être à reconsidérer sérieusement. Donc finalement, c'est une œuvre qui se veut aussi relativement politiquement engagée et qui se trouve, malgré sa modestie, provoquer beaucoup de remue-ménage juridique et de monstration, parce qu'elle n'obéit pas aux critères qui sont devenus des critères très stricts finalement de la construction d'une œuvre d'art. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Vous voyez que ce sont des hypothèses très diverses.